c'est la réglementation. Nous avons besoin d'un ingénieur qui connaisse le code 21, non? Très pratiquement. Ou bien vous allez décider que vous ne mettrez jamais quelqu'un au niveau de la navigabilité s'il n'est pas un spécialiste du code 21. Et au niveau du PAT 21 qui régit la navigabilité, ça doit être, rappelez-vous, on avait parlé des niveaux, alors je mets ici, des niveaux de compétences. C'est important ce que je dis là, les niveaux de compétences. Alors, au niveau du PAT 21, pour la navigabilité, on a dit, donc un expert en navigabilité, ça part un petit peu du connaisseur jusqu'à l'expert. Du contrôleur à l'expert. Voilà, du contrôleur à l'expert, on appelle ça comme ça. Alors, pour le PAT 21, ça doit être quoi? Au moins, ça doit être un expert. Et le TAT, il pourrait être beaucoup moins expert. Mais pour le PAT 21, ça doit être un expert. C'est-à-dire, ah oui, ça doit être au summum. Le TAT, vous pouvez dire, ça peut être un ingénieur, un technicien, ça peut être, ça existe dans l'aviation, on appelle un DEA, je ne sais pas, des universitaires appliqués de ce coup-là. Ça peut être un inspecteur, ça peut être un spécialiste de la réglementation algérienne, pas du PAT 21. Ça peut être un spécialiste en quoi, par exemple? Entretien. Si vous allez faire un brainstorming, ou bien vous allez utiliser un outil de résolution de problème, parce que c'est un problème que vous avez ici, vous allez trouver des solutions qu'il faut. Un métaphore, tout ce que vous voulez. Et on va à ce niveau-là, peut-être introduire une nouvelle idée. Dans l'intérêt de véritable, on va introduire cet aspect-là d'unité de compétences. C'est-à-dire que pour faire la navigabilité d'un avion, on n'aura pas une seule personne. On peut avoir 3-4. Quelqu'un spécialiste de la réglementation. Qu'est-ce que vous faites aussi? Quelqu'un spécialiste des notes, puisque vous avez les AD, les CN, les ITN, ça n'existe plus. Voilà, donc oui, vous avez. Parce qu'en fait, dans la navigabilité, il y a ces éléments qui sont très importants. Vous allez avoir un motoriste, quelqu'un qui suit un petit peu l'historique du moteur. Vous allez avoir quelqu'un qui fait de l'entretien, un spécialiste en quoi? Non, alors, pas de 145. 145, quelqu'un qui sait comment fonctionne. Donc, à ce niveau-là, les spécialistes, c'est vous, c'est pas moi. Je donne juste la logique qui va nous permettre de bâtir une grille de compétences requises, idéale, complète. Le savoir-faire, quoi le savoir-faire? C'est la capacité à intégrer des activités, à intégrer beaucoup de fonctions, à mobiliser des ressources pour réaliser dans les milieux avec art une activité donnée. C'est quelqu'un qui connaît l'avion. Pour l'inspection physique de l'avion, si vous lui dites, on avait dit hier, vous lui dites, écoute, jette un coup d'œil sur l'APU, il ne va pas regarder les pneumatiques. L'autre, vas-y voir un petit peu le terrain vas-y voir la cabine, il ne va pas aller dans le cockpit. La cabine, c'est là où il y a des passagers. Voilà, il va confondre entre la cabine et la soute. Là, il n'arrive pas à donner le tracé des conduites hydrauliques ou électriques, et j'en passe. Ça doit être quelqu'un qui connaît l'anatomie de l'avion. Il connaît les points cruciaux à visiter. Le savoir-faire, quoi? C'est au plan visite physique de l'avion. Contrôle documentaire à bord de l'avion. Au moment T de renouvellement ou bien de délivrance d'un CDN, quels sont les documents qui sont exigés à bord? Ça doit être quelqu'un qui connaît ce qu'est un carnet de route. Ça doit être quelqu'un qui connaît ce qu'est un plan de vol. Ça doit être quelqu'un qui sait ce qu'est une licence. Ou je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a comme document que vous exigez à bord. C'est quelqu'un qui ira visiter la soute. C'est quelqu'un qui doit connaître ce que sont des élingues bien positionnés, la signalisation, s'il y a des produits dangereux, est-ce que l'avion est organisé pour? Est-ce qu'il y a le système de lutte contre l'incendie? Est-ce que
ce sont des éléments qui vont permettre une évaluation ou une appréciation? C'est une appréciation dans un premier temps, on arrivera à l'évaluation. Je dis là, ça peut être le contrôleur que vous envoyez sur le terrain avec un niveau de compétence qui est tel que il connaît la structure, l'anatomie de l'avion, et vous lui faites confiance, bien entendu, puisqu'il est dans une grille de compétences. Avec son unité de compétences, il vient vers vous, l'analyse se fera autrement. L'analyse finalement pour un CDM, ça doit être la collation de tout ça. Je veux moderniser un petit peu notre vision de la navigabilité. Ce n'est plus le travail d'une personne, de quelqu'un qui va renouveler un CDM, c'est une équipe qui, après analyse d'éléments d'information recueillis sur le terrain, sur la documentation, sur la structure et sur les normes, il y a un comité d'assurance qualité, c'est à celui-là de décider d'un CDM ou pas. On n'aura plus le problème de personnalisation du refus, par exemple, des CDL. Là, M. Charmati a refusé de donner le CDL. C'était lui qui était à bord. Non, c'est plus Charmati. C'est un comité d'analyse qui a refusé. Charmati a utilisé un inspecteur qui lui a ramené l'état de l'avion. Terrain d'atterrissage, cockpit, documentation, tous les éléments radio, état physique de l'avion, on voit déjà. Si c'est un avion Salguet, je ne le fais même pas. Donc il a ces éléments-là, il les ramène. Alors maintenant, c'est un élément de compétence. Le savoir, on avait dit, ce qui est plus difficile à maîtriser, c'est le savoir intérieur. Mais dans le savoir intérieur pour l'expert, quel est l'essentiel? Moi j'ai envie de faire tout le lien. Je parlais tout à l'heure on appelle ça de malversation, etc. C'est d'abord la probité, l'éthique professionnelle, l'éthique personnelle. Le sens de la responsabilité, l'autonomie, la neutralité. C'est exactement comme, si vous voulez, les critères d'un auditeur. L'indépendance, la confidentialité. Bon, ici, pour notre CDN, c'est beaucoup moins relationnel. Il n'y a pas beaucoup de relationnel, si vous voulez. Il n'y a pas beaucoup de communication. Il n'y a même pas beaucoup de leadership. Ce n'est pas nécessaire. Il suffit d'être un professionnel, avoir un savoir-faire, un savoir, et mettre tout ça en forme. Donc le savoir-être est plus simple ici. Mais ce n'est pas toujours donné d'avoir véritablement un expert neutre, indépendant, qui a une certaine moralité, qui a une certaine probité. Qui n'a pas de relation particulière, qui n'a pas de relation d'intérêt personnel avec le client. Il cherche beaucoup plus l'intérêt du client. Parce qu'avec des relations particulières d'amitié ou je ne sais pas quoi, de proximité avec le client, c'est ça qui a fait que les gens aujourd'hui parlent assez souvent de malversation. On parle d'une prestation de service qui est encaissée par l'intervenant lui-même. Bon, d'abord, que l'intervenant prenne ses responsabilités. Mais je crois qu'il faut qu'on en parle. Autant en parler avant de subir. Et bien entendu, vous allez exiger une expérience. Une expérience laquelle pour le CDM, par exemple? Avoir fait au moins. Le nombre, je ne donne pas le nombre, je donne le principe lui-même. 4, 5 interventions sur avion, en compagnonnage avec quelqu'un qui est déjà un expert en navigabilité, pour aller par la suite naviguer tout seul. Vous fixez, c'est un critère, faire déjà 5 CDM, comme expert junior, avec un expert déjà senior, et puis une fois qu'on a fait 5 heads, il y a une évaluation, un autre entier d'évaluation, et puis on dit cet expert-là, il devient senior, il fait le... C'est logité, un âme. c'est logité. C'est logité, oui, c'est logité. En job training. Voilà. Et que ça devienne ثقافة عندنا. هذا c'est du requis. Et pour ce message-là à l'ensemble du personnel de l'entreprise, je m'arrête à ce niveau-là. Maintenant, je fais la nomenclature des postes de travail. Nomenclature des postes de travail. Et je mets les noms des experts. Donc, ce qui est acquis. Donc, je mettrai ce qui est acquis, nos compétences disponibles. Et bien entendu, je n'ai pas assez de place ici,
je mettrai plan. Alors, on va mettre plan de compétences. Voilà. Pour l'avenir, on va bâtir quelque chose. Ça va passer par beaucoup de choses. Ça va passer par ma formation certainement, par des OJT ou on-job training, ça va sur le terrain. On a déjà la procédure chez nous, le coaching. Et si on doit aller vers des certifications, ailleurs, on ira. Et là, un point de situation aussi, pour ces histoires de certification, je rappelle un message excessivement important. Il y a des métiers que nous faisons pour le compte de l'État qui doivent faire l'objet d'une certification. Bon, appelez ça une qualification. Ça veut tout simplement dire un savoir-faire reconnu au plan du délégataire. Exemple concret, la DACM, donc la Direction de l'aviation civile algérienne, pour certains métiers que nous faisons au niveau de l'aviation, nous devons savoir un jour demander une reconnaissance officielle de notre savoir-faire, par le biais d'une qualification. Le mécanicien, les gens qui font les APRS, etc., tous ces gens-là, normalement, sont soumis à un système de qualification. Nous aussi, on peut le demander, pourquoi pas. On pourrait le demander à Abdelaziz pour les téléphériques. Un accident de téléphérique, ça ne pardonne pas, c'est médiatisé, le risque est excessivement important et il est humainement inacceptable, il est socialement refusé. Ça sera véritablement le déni de toute la société. Imaginez sur le pont suspendu de Constantine, avec une cabine descente dans le rumel, la moindre des choses, bon, et nous, superviseurs de la sécurité, où on en est en matière de maîtrise de nos compétences, y compris de notre probité, de notre indépendance, de notre sens de la responsabilité, etc. Tout ça doit être aligné ici. J'espère que c'est pratique. Et j'espère que vous tous qui êtes ici, vous allez faire passer ce message-là dans l'entreprise. Je n'ai pas à revenir sur cet aspect-là. Maintenant, il vous reste à aller dans le détail dans toutes les fonctions qui font partie donc, de l'organisation de vos divisions. Débat. Tu peux, hein.